Bienvenue à tous, en tout cas, à ce webinaire thématique sur le thème de la data science ce matin. J'aimerais remercier les participants et aussi nos experts aujourd'hui qui vont présenter le webinaire sur la thématique des challenges pour réussir un projet de data science en assurance. Je remercie André Gondin, qui est senior manager chez Optimind et aussi directeur scientifique de la formation du certificat de management de la data science en actuariat, et Antoine Lee, qui est head of data science chez SCORE et qui va aussi apporter son expérience dans le certificat qu'on propose à l'IRM. Je vous propose une courte introduction sur l'IRM et l'Institut des actuaires. L'IRM est l'Institut et la filiale de formation de l'Institut des actuaires, une structure qui est reconnue d'utilité publique et qui fédère aujourd'hui en France plus de 4500 actuaires. L'Institut veille au respect et à la qualité de la profession avec des études et la prospective. L'IRM est son organisme de formation qui propose des formations qui sont aujourd'hui reconnues de référence dans le secteur de l'actuariat, de la banque, de la finance et de l'assurance. On s'appuie sur un corps professoral d'experts et de pédagogues pour proposer des formations qui sont liées au pilotage de l'entreprise, à l'actuariat, à la conformité, à la data science et à la gestion des risques. Je laisse la parole à nos deux experts. André, Antoine, c'est à vous et merci encore de votre participation ce matin. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci à tous en tout cas d'être connectés pour ce webinaire. Je vais reprendre la main sur la présentation. Je vous demande juste quelques minutes et je suis à vous. Tac. Donc normalement vous devriez voir la slide. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, c'est bon. Merci André. Alors, je souhaite remercier du coup Olivier pour cette introduction. Je souhaite également remercier Antoine pour la collaboration pour ce webinaire et ainsi que l'Institut du Risk Management pour nous permettre de réaliser ce petit échange avec vous ce matin. Et oui, on parle d'échange avec Antoine, on compte bien que ça soit interactif, ou en tout cas on compte sur vous. On va essayer de suivre vos questions en direct, ou de toute façon il y aura un moment qui sera dédié après. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à lister de suite vos questions et on y reviendra après. Je vais rapidement passer à la slide suivante et je laisse la main à Antoine pour l'introduction. Merci André. Donc effectivement, déjà bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux. Je crois, vous êtes pas mal, donc ça fait plaisir. Comme l'a dit André, donc l'idée c'est que ça soit un échange. Donc ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui, donc la thématique c'est nos partages d'expérience sur comment réussir un projet de data science en fait avec potentiellement plusieurs axes, plusieurs visions. Donc c'est un partage d'expérience et de points de vue, donc à prendre en tant que tel. C'est important. N'hésitez pas à rebondir et à réagir. On pourra toujours avoir un peu de temps d'échange. Normalement, c'est prévu qu'on puisse échanger sur différents partages d'expérience qu'on va vous faire. Donc, en guise d'introduction, donc je vais être assez rapide, mais c'était juste pour bien situer le contexte. Donc, on va parler de data science. Donc, c'est-à-dire vraiment si vous devez mettre un petit peu des cases de quels mots-clés on va utiliser. C'est vraiment choisi dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment lié à tout projet qui va nécessiter vraiment la manipulation de données avec le scope de l'expertise complet qu'il y a autour. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder plus sur ce slide. C'était juste en guise d'introduction, bien rappeler qu'on va vraiment parler en fait de la mise en œuvre de toutes ces techniques qui vont être relatives à la manipulation de données. Et donc, quand on dit projet data science, c'est à la fois au niveau des techniques, des modèles qu'on va pouvoir utiliser, mais également aussi des outils et des solutions qu'on peut également produire à partir des différents modèles ou solutions, ou expérimentations. Donc, un projet data science, donc, comment est-ce qu'on peut le décomposer déjà de manière logique et comment, pour bien situer les choses.
Alors déjà, il y a différentes étapes traditionnellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est traditionnel, qui est standard, qui n'est pas forcément que sur le data science, mais qu'on va retrouver avec différents challenges. Et l'idée, c'est un peu de présenter ces challenges que l'on peut faire face à différents niveaux quand il s'agit de décliner de la data science en entreprise. Alors schématiquement, personnellement, j'aime bien décliner ça dans ces différentes étapes. Donc 4 grandes étapes majeures qui vont de l'idéation à l'industrialisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces différents mots-clés? Donc, l'idéation, c'est vraiment cette étape initiale qui permet d'évaluer une idée, qui permet également aussi, un point important, de fédérer et d'évaluer le potentiel en fait d'un projet. L'idée de l'idéation, c'est vraiment d'être capable en fait de rapidement, entre guillemets, c'était un cadre sur lequel on va expérimenter assez rapidement, très rapidement. Juste s'assurer que déjà, si on doit investir un peu plus d'efforts, on ne va pas droit dans le panneau. Un point qui est souvent, et ça c'est juste une expérience que je partage, le côté fédération, c'est un point aussi important au niveau de l'idéation, qui permet souvent de garantir en fait le succès dès le départ en fait du projet, de par en fait l'implication d'un maximum d'acteurs dès le départ. Ne serait-ce que pour s'assurer qu'on n'est pas enfermé dans un a priori et qu'on est bien en train potentiellement d'avoir dans un coin de notre tête un petit peu tous les axes et tous les challenges auxquels on va pouvoir faire face et de volontairement, explicitement, de dire qu'on va aborder un axe spécifique, on va aborder un challenge spécifique. Donc, quand on aborde une problématique, par exemple, de modélisation, directement, la modélisation va s'adresser en général à un but spécifique, que ce soit pour du pricing, si on est dans un cadre assurantiel, que ce soit, je sais pas, pour améliorer un process ou que ce soit pour éventuellement directement avoir un nouveau moyen d'acquisition de données dans un cadre de souscription, par exemple, toutes ces choses-là. Enfin, il y a un cadre précis et ensuite, pour répondre à une problématique, en général, l'idéation va permettre d'identifier un petit peu quels sont les cheminements qu'on va vouloir aborder. Deuxième étape donc, que les gens connaissent la plupart du temps, qui est ce qu'on appelle les POC ou les Proof of Concept, qui est vraiment cette étape où en fait on va essayer d'avoir une exploration un petit peu plus avancée, donc pas juste une idéation, pas juste se dire on va mettre sur le papier des idées, des axes globalement de ce qu'on voudrait faire. Là, on va rentrer un petit peu dans l'implémentation, on va tester, on va expérimenter. Le POC sert souvent en fait à mettre l'accent en fait sur la pertinence des résultats et de voir si justement notre idée vaut la peine de continuer ou si déjà ça semble être quelque chose qui pourrait marcher. En général, suite à ça, il y a souvent cette étape où en fait on prend la décision en fonction justement des résultats qu'on observe. Alors parfois, il faut accepter que ça peut amener à des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Plusieurs solutions. Soit c'est pas satisfaisant tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la phase d'idéation, on a peut-être choisi un petit axe et on se rend compte que cet axe-là n'est pas le bon. Donc, il faut peut-être refaire un deuxième POC pour explorer un deuxième qu'on avait dans un coin de notre tête, mais qu'on avait volontairement pas priorisé. Donc, le POC peut servir également à ça, à se dire on va réitérer. Soit si le POC est concluant, de passer à cette étape où vraiment on va tenter d'aller jusqu'à l'industrialisation. Alors, l'étape qui va suivre, que je nomme ici la partie minimum viable product, est souvent une étape qui est de mon point de vue, qui est souvent mal comprise ou qui amène à des confusions. Les gens assimilent souvent le POC, parlent de MVP alors qu'il s'agit plutôt d'un POC. Alors, le MVP, faut vraiment le voir comme vraiment, comme son nom l'indique, minimum viable product, c'est-à-dire qu'en fait, c'est censé être quelque chose d'assez finalisé, de sorte à ce que la mise en production soit quasiment un non-sujet. Donc, le minimum viable product, c'est vraiment important de le voir comme ça. Et donc, de bien avoir en tête que passer d'un POC à l'industrialisation, ça ne se fait pas en direct. Il y a cette étape qui est très importante de dire on va un peu plus industrialiser le projet, on va l'étoffer un peu plus pour tenir compte finalement de tous les autres aspects en fait, que le POC n'aura pas couvert. Donc c'est une étape vraiment importante qui est souvent oubliée ou négligée et qui fait en général qu'un projet n'arrivera pas à sortir d'un POC où on va avoir l'intuition qu'on a fait une mise en production, mais cette mise en production en fait elle va être très vite être bancale, tout simplement parce qu'en fait on n'a pas vraiment bien compris, bien élaboré ce mise en production. Alors qu'est-ce que j'entends par là concrètement?
Donc là, c'est le petit exemple que je vous mets en dessous avec le petit schéma 0, 1, 2, 3, 4 là, que vous voyez en bas. Ça va être en fait tout ce qui va être autour. Donc, prenons l'exemple d'un modèle. Imaginons que vous faites un proof of concept autour de tester un modèle spécifique. Donc, imaginons que vous testez un nouveau modèle de pricing à partir de données potentiellement alors soit traditionnelles, mais vous essayez d'intégrer de nouvelles variables et vous implémentez un modèle pour voir si, d'un point de vue ne serait-ce que résultat, donc avec des métriques potentiellement actuarielles ou business, ça peut vous donner des choses intéressantes. Le MVP, ne serait-ce que si on reste sur le scope du modèle, produire un modèle en proof of concept, c'est assez straightforward. Vous prenez vos données, vous utilisez R, Python, le langage de votre choix, vous faites votre petite étude, vous avez votre rapport qui vous montre que les résultats sont satisfaisants ou pas. S'ils sont satisfaisants, vous vous dites, OK, très bien, maintenant, comment je fais pour utiliser ce modèle dans la pratique? Le meilleur produit, c'est cette étape qui va vous dire, on va se passer sur cette situation cible de production et du coup, on va venir construire tout ce qu'il y a autour, tout l'habillage, toute la coquille, à la fois technique, c'est souvent technique d'ailleurs, technologique, pour que ce modèle puisse tourner en continu, pour qu'on puisse être capable de le monitorer, pour qu'on soit capable de s'assurer que si on fait une mise à jour dans notre modèle, la mise à jour puisse être facilement traçable, auditable, et qu'on puisse facilement aussi maintenir ce modèle en temps continu. Donc, il va y avoir tout un panel en fait de choses qui va être potentiellement un peu plus IT, un peu plus informatique, qui vont arriver tout autour et qui vont vraiment être la clé du succès pour que le produit, en tout cas le projet soit pérenne. Et l'industrialisation, qui en fait a un non-sujet. Si votre meilleur produit, qui en général est de bonne qualité, l'industrialisation en général, c'est simplement passer en mode maintenance sur une infrastructure dédiée avec des équipes entre guillemets en temps continu qui permet d'assurer en fait la mise en service, la mise à disposition si je reprends l'exemple du modèle, de l'usage de ce modèle en temps continu. Donc concrètement, technologiquement, ça peut prendre plusieurs aspects, cette mise en production et ce MVP. Quand vous avez juste un modèle, je vous le mets en bas, vous avez le mot API par exemple. Donc c'est par exemple de mettre à disposition ce modèle, pas juste dans un Jupyter Notebook par exemple, mais de s'assurer qu'en fait il est toute une petite coquille autour et donc de le rendre un peu plus industriel, un peu plus professionnel dans ce sens-là. Et l'API est un moyen de le faire. Donc le développer, ça nécessite de travailler avec des gens qui ont certaines compétences. Donc André reviendra sur ce sujet, mais voilà un petit peu les idées. Donc ce qu'on va essayer de couvrir du coup par la suite, c'est vraiment essayer de partager un petit peu ce qu'on pense être pour nous les clés, justement pour assurer en fait qu'on puisse arriver de l'étape 1 à l'étape 5 de la meilleure manière qui puisse être, et potentiellement d'essayer de vous communiquer un petit peu quels sont les challenges que vous avez peut-être déjà pu faire face, et de vous partager aussi des manières qu'on a des expériences qui nous ont permis de surmonter ces challenges, et concrètement comment on les a mis en place, comment on les a résolus. Et du coup, si on continue, et après vous avoir expliqué les étapes, selon nous, de déroulé d'un projet de data science, si maintenant on se pose la question de qui intervient sur ces différentes étapes, avant de rentrer dans le détail, on souhaitait adopter en tout cas une approche top-down et de vous présenter les premiers acteurs clés de succès pour les projets de data science. Et il nous semble au fait important que tout vient d'une équipe dirigeante qui va être pluridisciplinaire. Et quelle que soit l'industrie, mais plus particulièrement dans l'assurance, on va retrouver les métiers traditionnels de l'assurance qui va devoir travailler avec la DSI et qui va travailler avec cette nouvelle équipe, l'analytics. Et donc, cette équipe dirigeante va nommer des référents techniques qui, du coup, va être mis sur les différents projets. Et bon, naturellement, cette équipe va sponsoriser le projet. Et pour le coup, l'équipe dirigeante en assurance doit aussi accepter le test and learn. On verra comment on débouche là-dessus, mais c'est important de comprendre qu'il y a un investissement minimum au début et de regarder, de tester, sans quoi sinon on ne pourra pas avancer.
Et bien sûr, l'équipe dirigeante va s'assurer de l'engagement, en fait, à prendre envers toutes les parties pour in fine, arriver sur les bons résultats. Et de l'autre côté, il y a aussi une chose importante que l'équipe dirigeante doit faire, c'est de déléguer, tant que faire se peut, les pouvoirs décisionnels. C'est-à-dire que on est convaincu que, alors, on ne va pas déléguer l'ensemble de ses pouvoirs, mais que le pouvoir doit être dans l'équipe, à travers ses référents techniques, les personnes désignées, pour au final permettre de prendre des positions et autoriser du coup les référents de prendre les décisions et d'être plus agiles au sein des projets. Donc, bien sûr, en le cadrant avec cette fameuse équipe dirigeante. Ensuite, on voulait vous évoquer deux autres personnes clés, selon nous, dans un projet data science. D'un côté, on va retrouver le project manager, ça va être le guide, qui, du coup, va avoir à sa disposition une équipe projet transdisciplinaire. Alors, pour ceux qui sont un peu documentés ou qui sont à l'aise, vous avez pu déjà entendre pas mal le mot full stack, celui qui est capable en tout cas de toucher à tout et de comprendre les tenants et les aboutissants des différentes parties. Alors au-delà du coup de ce qu'a évoqué Antoine sur les étapes, on verra par la suite aussi que du coup le product manager doit être full stack ou bien comprendre les différents talents à sa disposition et les différentes expertises nécessaires et les imbriquer ensemble. Et au-delà de ça, au-delà de son expertise, il doit aussi être pragmatique, être patient et expert, entre guillemets, en empathie cognitive. C'est qu'il doit comprendre autrui, il doit s'en inspirer, anticiper et réussir à contenter tout le monde, alors que souvent, en fait, on va retrouver dans des projets des positions bien opposées, mais qu'il va falloir du coup faire converger. Et donc, il se doit être multilingue, forcément. Il va devoir parler à la fois au métier de l'assurance, à la fois aux experts data, mais il va devoir aussi être en capacité de vulgariser au bon moment, ou en tout cas d'adapter son discours aux différentes strates dans ce projet et autour du projet. Et contrairement à d'autres secteurs où, dans le projet de data science, il va y avoir peut-être une direction claire et unique vers la rentabilité, on peut quand même noter que une de ses priorités à ce project manager dans le secteur de l'assurance, ça va être la gestion du risque. Bon, la gestion du risque, elle est aussi présente dans différentes industries, mais en tout cas, on souhaitait souligner que au-delà de ces aspects de rentabilité et d'aller chercher au fait la différence et valoriser la data ou trouver de nouveaux modèles, il ne faut pas oublier notre cœur de métier qu'on est là aussi pour gérer les risques. Donc voilà, du côté du project manager. Donc, comme vous l'avez vu, un project manager bien particulier et au-delà d'être full stack, du coup, être vraiment empathique et un bon communicant. Sur ensuite, la deuxième casquette qu'on souhaitait mettre en avant, c'est le data value creator. En fait, ça va être celui qui va identifier, qui va mesurer, saisir et il va partager les opportunités du coup au fil de l'eau ou lors de l'analyse et ce au sein d'une étude toute étude de faisabilité. Alors, avant de pouvoir procéder à ça, il faut maîtriser quand même la stratégie de l'entreprise et les indicateurs de performance et de suivi des risques. Et pour au final pouvoir avoir cette casquette d'identification et de prise à partie et de saisir les opportunités, forcément, il faut qu'il ait une vue globale et transverse dans l'entreprise, forcément sur les données et sur les projets data. Et par ailleurs, bien sûr, il faudra qu'il aille au-delà de son entreprise et être du coup en mode veille ou en tout cas, et pas que dans le secteur de l'assurance, mais pouvoir identifier, alors à pas confondre peut-être avec le responsable de l'innovation ou le responsable du développement, mais en tout cas, il y a des points communs, des qualités que cette personne, le data value creator, apporte au fait au sein de l'entreprise pour au final, au moment de l'idéation et jusqu'au go-no-go, pourra du coup donner son avis sur la suite. Alors là, on parle d'acteurs
Et au final, on peut se rendre compte qu'au-delà d'acteurs, en fait, il va s'agir d'histoires de talent, de compétences et d'implication. Et sur les métiers de l'assurance, de leur côté, au fait, si on part métier par métier, je vais parler des métiers de l'assurance d'abord, au fait, ils vont devoir contribuer, travailler différemment, ils vont devoir contribuer sur toute la chaîne. Souvent, sur certains projets, j'ai pu entrevoir, au fait, une expression de besoin et un retour en chambre de chacune des parties, et ensuite de procéder à la recette. Sur ce type de projet, au fait, ce n'est pas viable, ou en tout cas, ce n'est pas la bonne direction selon nous. C'est de se dire que on ne peut pas se contenter d'être spectateur et attendre des résultats. Le métier, au fait, quel qu'il soit, il va devoir travailler main dans la main, il va être au sein de l'équipe avec les autres casquettes, les autres, on va parler même plus de talent, pour du coup, in fine, si les spécifications fonctionnelles, on n'avait pas pour l'habitude de itérer, ou on faisait quelques avenants, au final, on pourrait dire, pour raccourcir, que on va dessiner les spécifications fonctionnelles de manière itérative, de l'idéation jusqu'à la validation du POC, dit autrement. Donc, on voulait vous préciser ça sur le fait que, en tout cas, en premier lieu, il y a une contribution différente et sur toute la chaîne des métiers et de l'assurance. Et sur les personnes, du coup, de la côté data, alors vous voyez là une liste non exhaustive des différents métiers et des différentes expertises qu'on peut retrouver du côté des métiers de la donnée. Ils viennent faire évoluer l'écosystème. On constate que les groupes mutualistes, assureurs ou quoi, ou en tout cas du secteur de l'assurance, évoluent à des vitesses complètement différentes. Ont pris le parti de créer des data labs depuis des années, finalement de les fermer, ou il y en a qui ont créé ces choses-là depuis quelques années seulement. Enfin, il y a vraiment plusieurs configurations, mais au final, clairement, ces niveaux métiers interviennent et ils viennent faire évoluer l'écosystème. Et l'idée maintenant, c'est de savoir, en fait, comment unir, pour résumer, ces deux mondes. Et ce qu'on constate, au fait, c'est qu'il ne faut plus parler de j'ai besoin d'un data analyst, j'ai besoin de telle ou telle personne au sein de la souscription, au sein de l'actuariat. Au fait, il faudra plutôt identifier les talents et les compétences nécessaires pour le projet. Et du coup, ensuite, de regarder le catalogue des forces vives dans l'entreprise et de faire en sorte de regrouper les personnes suivant leurs talents et non pas leur casquette. On a une question sur qu'est-ce qu'un ML Engineer, qu'est-ce qu'un MLOps. Si tu veux bien préciser un petit peu, donc cette question, effectivement, ce sont des nouvelles terminologies qui voilà, c'est un peu en fonction des tendances. Peut-être expliquer un petit peu ce qu'on met derrière ces termes pour si tu veux bien. Ouais. Alors sur le ML, merci Antoine, parce que pour le coup, je ne suivais effectivement pas les questions. Donc sur le ML, c'est l'acronyme pour le machine learning. Et donc l'ingénieur pour ingénieur, Ops du côté plutôt opérationnel. Le ML ingénieur, lui, il va être vraiment au cœur de l'algorithme et on va dire peaufiner l'algorithme, là où le MLOps, lui, va plutôt considérer les algorithmes comme une boîte à outils directement. N'hésite pas à me compléter également, ouais. Antoine. En fait, pour compléter un petit peu, en fait, donc ça reste des job titles, donc c'est vraiment juste des façons en fait, de comment est-ce qu'on qualifie finalement justement la fameuse liste de compétences qu'André mentionnait. Il y a une tendance en fait à l'augmentation justement. On voit de plus en plus en fait de positions qui sont pas juste data scientist, mais on voit de plus en plus de machine engineer, machine learning, MLOps justement, parce que la nécessité, enfin c'est juste je pense une révélation d'une meilleure maturité de l'industrie sur l'usage de la data science. En fait, on va demander à data scientist de pas seulement être capable de contrôler des modèles, mais être capable également de gérer justement la partie MVP tout seul aussi. Donc, ça veut dire qu'avoir plus de compétences technologiques, être capable de manipuler, de déployer son modèle sur le cloud, par exemple. Donc, derrière MLOps, on va s'attendre, le terme Op en général, c'est tout ce qui est operations. Donc,
comment opérer sur un écosystème technologique, donc c'est-à-dire être capable d'être familier avec les technologies du cloud, comment est-ce qu'on sauvegarde un modèle sur un serveur distant, comment est-ce qu'on le fait tourner. C'est ce qu'on va attendre justement d'un machine learning ops, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de designer le modèle, mais également capable de comprendre un petit peu l'écosystème qui va y avoir autour. Un machine learning engineer, on va s'attendre à ce qu'il comprenne l'architecture. On va s'attendre à ce qu'ils comprennent que pour faire un modèle, effectivement, il y a beaucoup de choses en amont et en aval. Comment tout ça se connecte et est-ce que cette personne peut être capable d'être assez autonome justement sur ces connexions sans avoir besoin d'avoir 3 personnes pour faire ça. On s'attend à ce que le data scientist fasse un peu plus que simplement se focaliser sur la modélisation et l'usage de la donnée en tant que tel. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est vraiment aujourd'hui une tendance qui est observée, mais qui est juste une façon de renommer, de requalifier ce qu'on attend réellement data scientist. Il y a quelques années, on voyait souvent data scientist, c'est quelqu'un qui est un peu business, un peu IT, un peu statisticien. Là, c'est pour dire peut-être que, on peut montrer que ne faut pas oublier la catégorie IT qui est souvent laissée de côté et qui est importante. Et au final, après tous ces métiers et ces nouveaux métiers qui se dessinent et qui apparaissent au fil des mois et de ces dernières années, au fait, nos retours d'expérience et même autour de nous, quand on échange avec les gens, on se rend compte que clairement, je vais un peu me répéter, mais l'idée, c'est de ne plus parler de métier, mais on n'a plus besoin de casquette, mais on va oublier d'affecter des personnes, mais on va plutôt rassembler des compétences qui sont nécessaires. Et donc, vous envoyez là une synthèse des compétences avec 4 briques qui vont de l'expertise métier. Donc, il faut que ça soit l'actuaire ou le souscripteur ou le marketeur qui embraye et qui soit présent, qui en tout cas porte cette expertise métier, ou un data scientist qui a réussi à s'accaparer la partie pricing au fil de l'eau. Mais bon, en tout cas, d'un côté, vous avez l'expertise métier, vous allez avoir la partie data, puis vous allez avoir la partie modélisation, et enfin, quelque chose qui est encore beaucoup à travailler, et surtout de la part peut-être de l'actuaire qui est proche des modèles, proche des chiffres, c'est de pouvoir mieux communiquer. Et donc, on va avoir le design de l'information et l'histoire qu'il faut raconter derrière. Mais le storytelling doit être aussi adapté à l'interlocuteur qu'on a en face. Et de manière transverse, les 2 choses à ne pas oublier, on en a parlé un petit peu, il y a le project manager, mais il y a le management de projet, mais il y a aussi la data protection. C'est quelque chose qui est souvent omise ou mise de côté parce qu'on pense qu'au fait qu'elle est gérée par ailleurs et qu'elle est bien gérée et qu'on est en univers opaque. Mais il faut toujours, au bon moment, se poser la question de cocher les différentes conformités face à la data. Donc voilà, sur une synthèse des talents. Il y a une petite question liée à ça, donc c'est bien, il y a de l'interactivité dans le chat. Je te communique la question. Une question sur justement le fonctionnement avec d'un binôme association, en fait, potentiellement avec des personnes, on va dire, internes et externes, donc notamment l'association d'un project manager qui serait associé à une compagnie en tant que telle, qui travaille avec un consultant externe, c'est ce fameux binôme, et sur l'efficacité, le fonctionnement, est-ce que ça marche, est-ce que ça peut marcher. Donc ça, c'est première question. Je ne sais pas si en vrai tu veux rebondir là-dessus. Je pourrais partager l'autre aspect. Alors, en tant que consultant, clairement, en fait, on se doit, et les entreprises l'ont compris, c'est d'être intégré rapidement, en fait, à l'écosystème et d'avoir accès directement, en fait, on va dire au cloud ou à l'infrastructure de l'entreprise. Alors, il y a aussi, du coup, le fait que de nombreuses entreprises aussi souhaitent travailler de manière externalisée, donc l'approche va être différente, et donc ça va être plutôt les talents en interne et les personnes qui interviennent sur le projet qui vont venir au fait temporairement travailler sur un environnement différent. Il y a il y a vraiment plusieurs configurations. L'idée, c'est bien de se cadrer ensemble et de se comprendre et avoir un discours commun très rapidement et un objectif commun, et de se le rappeler à chaque step. Et après, c'est vraiment une histoire de talent et d'hommes et d'humains, c'est sûr.
il n'y a pas de… Et surtout au fait qu'à date, il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire que il faut, et par ailleurs, le project manager et le data value creator, ils sont là, c'est un peu pour ça aussi qu'on les a mis en avant, c'est que c'est eux aussi qui vont donner leur avis sur, étant donné la structure sur laquelle on travaille et l'existant, quelle est la meilleure configuration pour le projet, et en l'occurrence, quelle est la meilleure configuration pour la cible. En général, c'est assez lié, on va essayer de se mettre en mode projet dans un environnement où on sait que… Enfin, il a bien expliqué Antoine tout à l'heure, d'essayer d'être dans une infra cible très rapidement. Donc, il y a pas de… On s'adapte, il n'y a pas de seule réponse à cette question. Et puis je compléterai sur la question, notamment sur la vision. Est-ce qu'il faut pousser, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il faut pousser nécessairement un project manager unique ou est-ce qu'il y a d'autres façons de maximiser la réussite? Je partagerai par la suite. Donc je veux pas spoiler sur d'autres partages d'expérience, mais effectivement, la partie organisationnelle, elle peut être structurante. Et après, il y a la partie comment mettre en œuvre les choses, donc notamment la réalisation, donc les outils. Bien entendu, ça va faire partie des challenges pour s'assurer qu'il y ait le succès du projet en tant que tel, effectivement. Alors ensuite, sur la question de Michel Louchard, de Monsieur Louchard, c'est ça, oui. Donc, compte tenu de l'importance de la matière première qu'elle a donnée, il me semble que tout projet au sein d'une société d'assurance doit être aussi un projet de data science, qu'il s'agisse de la conception d'un nouveau produit ou du re-engineering de process. Est-ce que je me trompe? Alors, il faut pas… Pareil, je dirais que ça va dépendre de la… Enfin, je ne suis pas en phase avec vous sur le fait que, clairement, tout projet ne sera pas un projet de data science, mais enfin, faut pas oublier que dans la création d'un produit, oui, on va toucher à la donnée, mais on va travailler également sur beaucoup d'autres éléments. Et peut-être que du coup, le projet de création d'un produit va embarquer une thématique ou plusieurs sous-projets à composante data science ou à dominante data science. Mais je n'en ferai pas le fait que demain, à chaque ouverture forcément de projet, on est à la fois un data… Enfin, il sera consulté, mais en tout cas, c'est pas la cible selon moi. Ouais, moi, je comprenais par le fait qu'il y a effectivement tout le projet n'est pas forcément en data science. Après, il y a des choses qui sont vraiment communes dans le cheminement de pensée. Donc là, pour le coup, moi, je vais être un peu plus nuancé, c'est-à-dire dans l'application, finalement, dès qu'on manipule de la donnée dans le cheminement de pensée, alors bien entendu, ça va être, c'est pas forcément à chaque fois de la data science en tant que telle, mais ça peut être très proche dans cette idée de, on va commencer par faire de l'idéation. Enfin, on va toujours trouver ces différentes composantes. Après, c'est plutôt le niveau de complexité technologique ou technique qui peut varier en fait en fonction de différents projets. Si on, par exemple, on veut juste lancer un produit d'assurance de manière traditionnelle, j'ai envie de dire, on n'a pas nécessairement besoin enfin, on n'a pas forcément besoin. On pourrait le faire sans penser à toute la chaîne de qu'est-ce qu'on doit être mes modèles, comment je vais acquérir la donnée et puis comment je vais lier tout ça. La preuve, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup de choses qui sont lancées sans forcément poser ces questions. Après, si on veut vraiment exploiter le potentiel au maximum de la modélisation, etc., oui, c'est mieux si c'est pensé depuis le départ, de se dire la donnée que je vais acquérir, elle va me permettre, alors peut-être que je ne vais pas l'avoir tout de suite, donc je vais devoir prendre des hypothèses, des raccourcis à la toute première version de mon modèle. Ça va être un modèle peut-être très simple, mais par contre, je vais collecter de la donnée déjà dans le sens où je vais déjà anticiper cette phase de modélisation qui ensuite va me servir à améliorer mon produit, améliorer mon pricing, voire améliorer les feedbacks et les interactions que je vais avoir avec mon client, alors soit au travers directement des applications, soit au travers peu importe en fait, que ce soit une application, une interface web ou tout simplement un système d'information qui sera distribué à mes agents. C'est mieux quand c'est pensé d'emblée parce qu'effectivement, ça permet de collecter une information qui est pertinente dès le départ, qui pourra servir potentiellement
à un nouveau projet complet de l'idéation et l'industrialisation par l'avenir. Okay. Merci en tout cas Antoine. Pour la réponse de M. Louchard, je propose de le mettre en débat en fin de séance, que je partage en partie ce que vous dites, mais on y reviendra. En tout cas, merci pour ces interactions. Alors, si maintenant on continue au-delà du coup des talents, pour continuer, on a identifié les talents, on sait comment construire notre projet, mais au fait, pour aller plus loin et pour l'efficacité à court terme et pour créer de la valeur au sein de l'entreprise et pas qu'au niveau de la donnée, et ce en interne, c'est au final de se familiariser aux talents d'autrui. Alors, vous avez sûrement entendu ces trois aspects de savoir-faire, savoir-être et faire savoir. Et tout l'enjeu, il est là. C'est que on va commencer d'abord à demander à toutes les parties prenantes de bien démystifier au fait son terrain de jeu à ceux avec qui ils vont travailler. Et j'ai pu participer de près ou de loin à des meetings sur des projets où au début, effectivement, on se dit on va se retrouver 15 minutes pour faire une prise de parole et chacun va évoquer de manière hebdomadaire où est-ce qu'il en est et tout. Et on se dit il y a des limites, est-ce que j'y vais tout le temps ou pas? Mais au fait, on découvre des choses et ça crée du lien dans le projet. Et tôt ou tard, au fait, on sera amené à retravailler avec la personne qui on pensait au fait pas du tout avoir d'interaction au début. Donc, en tout cas, c'est très important. Le faire savoir, c'est quelque chose qui est indispensable pour la pérennité au fait, des projets et de la capitalisation sur les projets de data science. Et du coup, si on prend des deux côtés de la barrière, on va regarder du côté du data scientist, au final, il va devoir impérativement comprendre les process en assurance, le calcul de la prime, le provisionnement, la modélisation prospective, le sujet de l'actualisation, et bien sûr être familier et bien comprendre les différentes réglementations du secteur. Et donc, forcément, il va devoir parler, il va devoir s'auto-former, ou en tout cas être à l'écoute de l'AQR, sinon, en fait, il ne pourra pas aboutir ou proposer des modèles qui vont être pertinents et challenger correctement les approches traditionnelles actuelles. De l'autre côté, l'AQR, lui, il devrait prendre, selon nous, la data science comme une boîte à outils pour améliorer l'existant et non pour le remplacer. Je me rappelle qu'il y a 3-4 ans, on était nombreux à se dire on va révolutionner, on va changer les choses, et il nous suffit d'appuyer sur les boutons et on lance quelques algorithmes et on voit que les algorithmes font mieux. Bon, au-delà du fait qu'il fallait s'accaparer la matière et bien gérer la construction de son modèle et tout, on se rend compte que sur des use cases en assurance, ça a marché, mais pas encore sur tous les use cases. En tout cas, il y a encore du chemin. Et donc, pour ça, l'AQR doit aussi maîtriser de nouvelles compétences. Que ce soit au Python ou que ce soit sous R, de son côté, il doit comprendre et sécuriser des données qui sont de plus en plus massives, ainsi que les traitements qui y sont associés. Puis, de l'autre côté, à travers les modèles ou la création de valeur sur des données qui sont peut-être non structurées au début, donc il va y avoir les thématiques de machine learning, text mining, deep learning, où il y en a d'autres. Donc, en tout cas, il va falloir qu'il s'accapare ce périmètre, ou en tout cas de bien comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir converser et travailler main dans la main avec un data scientist. Et puis, de l'autre côté, il y a se trouver un outil de visualisation pour restituer les résultats. C'est quelque chose qui nous semble, au fait, il y a vraiment ces 3 niveaux de compétences pour que l'AQR puisse s'inscrire dans un projet de data science et voir son métier évoluer dans le bon sens. Et de l'autre côté, au-delà d'acquérir des compétences, il y a quand même un minimum de connaissances techniques aussi à obtenir. C'est la notion de pipeline, la notion de versionning de code. Je crois que tu en as peut-être parlé rapidement de ça tout à l'heure, Antoine, mais en tout cas, c'est très important ces aspects. L'industrialisation et le sujet de la scalabilité, c'est aussi des choses sur lesquelles, au fait, l'AQR doit se familiariser. Fait. Donc,
en fait, finalement, on parle beaucoup de talent, on parle beaucoup de compétences. Donc, vous l'aurez bien compris, en fait, un projet data science, souvent, ça monopolise, en fait, si on restreint ça au secteur assurantiel, ça va monopoliser, en fait, des connaissances historiques, traditionnelles d'une compagnie, mais également des connaissances nouvelles. Alors, pour que tout ça fonctionne, donc ça, c'est quelque chose que une expérience corps, mais une citation qu'on aime beaucoup. Alors, non pas parce que la personne s'appelle Antoine, mais c'est vraiment le contenu de sa citation qui est autour du savoir, le fait que connaître, ce n'est pas démontrer, ni expliquer, c'est accéder à la vision. Et vraiment accepter aussi que pourquoi mettre l'accent sur les connaissances et les compétences, c'est ce qui va aussi permettre vraiment d'avoir finalement cette capacité à exploiter au mieux finalement les méthodes qu'on va mettre sous l'étiquette data science pour les transcrire à une application dans le cadre d'une compagnie d'assurance. Donc, les remarques dans le chat, effectivement, le secteur assurantiel est un secteur qui manipule historiquement beaucoup de données, quelles que soient en fait les fonctions, on manipule de la donnée. C'est ce qui est certainement une spécificité par rapport à d'autres industries. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi la data science, ça vient changer un peu tout ça. C'est en fait ce côté, on va venir forcément aller entre guillemets s'inspirer de connaissances qui vont venir d'autres secteurs qui ne sont pas le secteur assurantiel. Par ces connaissances, j'entends, bien entendu, des connaissances qui peuvent être plutôt IT, des connaissances qu'on va aller regarder du secteur du monde digital, des compagnies technologiques, qui, dans des façons d'approcher certains sujets, vont pouvoir inspirer, ne serait-ce que par exemple dans la manipulation de données un peu plus atypiques, donc que ce soit des données non structurées comme du texte, des images. Donc quand je dis image, c'est par exemple le scan d'un document, c'est une image. Ces techniques sont très utiles en assurance. On manipule énormément de papier, on manipule énormément de documents scannés. En quoi ça pourrait nous aider finalement à mieux comprendre finalement cette donnée qu'on a à disposition dans le système d'information, qu'on a stocké, qu'on a référencé, mais qu'on est incapable d'exploiter tout simplement parce qu'elle est sous un format d'image scan, et donc il faut absolument lire humainement ce qu'il y a dans ces images pour être capable d'en tirer un maximum d'informations. C'est un exemple typiquement où la data science peut servir. Alors, dans tout ça, donc, on parle de connaissances, et il est assez important aussi dans le cadre d'un projet, pour garantir le succès du projet, que ces connaissances soient un minimum partagées et qu'on s'assure que ces compétences ces connaissances elles puissent être capitalisables. Un projet, c'est pas seulement délivrer, en fait, et ça, je partage une vision, en tout cas, qui est celle des équipes de data de Score Global Life. Personnellement, je fais partie d'un département qui s'appelle Knowledge chez Score Global Life, et qui représente bien cette vision, qui est de dire que lorsqu'on produit quelque chose, on va pas seulement produire en fait un outil, une solution, un rapport, on va aussi produire une connaissance, et cette connaissance, si on veut qu'elle soit, on va dire, concrète et réutilisable, il va falloir s'assurer qu'en fait, on la produise avec une certaine forme et de certaines pratiques. Donc, adopter des pratiques communes et similaires, c'est surtout ce qui va aider, notamment Score est un groupe international, donc il y a aussi cette volonté de dire ce qu'on a appris en France peut-être peut servir en fait à nos collègues aux États-Unis, en Chine ou autres. Donc, au-delà de la barrière de la langue, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour s'assurer que ce savoir puisse être transmis? Et on se rend compte qu'en fait, très rapidement, on va toucher en fait à ce qui est une des forces en fait de la data science, c'est ce côté communautaire open source qui va beaucoup inspirer dans ce souci en fait de un peu normaliser, de partager sous un format assez standard. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous en fait ont déjà fait l'expérience, mais typiquement on utilise beaucoup de librairies open source. C'est ce qui fait aussi que quand on fait du R, du Python, quand on utilise ces langages associés à la data science, on puisse si facilement finalement tester et utiliser une connaissance qui a été produite par quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a cet aspect de normalisation et cet aspect d'accès. Et pour assurer un projet data science, c'est quelque chose auquel il faut penser également, ne serait-ce que pour assurer que la partie que je mettais en bout de chaîne, l'industrialisation, puisse être pérenne. Je reviendrai sur ce sujet, mais c'est ce qui va permettre aussi d'éviter que
ce qu'on produit avec un projet data science ne devienne pas un nouveau legacy, un nouveau projet qui, si une personne sort de l'entreprise, devient un projet qui tombe à l'eau parce que la connaissance était trop concentrée sur une personne et elle n'était pas forcément bien restituée. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Hein. Ces choses, on apprend petit à petit. Et c'est souvent par l'expérience qu'on se rend compte que quand justement cette fameuse personne part, on se dit en fait finalement c'était pas si évident, c'était pas si simple. Donc c'est ce qui permet aussi entre guillemets de venir adapter le processus. Mais vraiment l'objectif et l'idée ici, c'est de se dire que la connaissance, si elle peut être incrémentale, je pense que c'est une cible que devrait atteindre tout projet de data science. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on produit quelque chose, on repart, on puisse réutiliser une connaissance passée, on incrémente, et ensuite ce qu'on construit, c'est potentiellement réutilisable pour quelqu'un qui arrive après. Alors, ça s'applique à la data science, mais pas que. Hein. On pourrait le faire justement à n'importe quel type de projet qui nécessite in fine de délivrer quelque chose. Et normalement, en se posant cette question, très vite, on arrive à des sujets d'automatisation, de savoir est-ce qu'on peut pas simplement faciliter quelque chose qui est une tâche redondante. Voilà. En savoir, la plupart du temps, la data science aujourd'hui est souvent utilisée à ces fins, mais ça nécessite quand même de bien s'assurer que ce qu'on produit soit réutilisable, ce qui va permettre également de sortir de cette phase de POC et cette phase simplement d'expérimental. Avec cet objectif en tête, c'est ce qui aide, en tout cas dans les expériences que j'ai pu avoir chez Score ou même avant lorsque j'étais chez Milliman, il y a des choses qui sont cette philosophie en fait aide énormément. Alors, il y a une question, Antoine, de la part de Virginie Dubost. Oui. Demande au fait comment partager les pratiques. Alors, c'est une bonne question. Alors là, j'ai pas forcément de réponse un peu publique sur le sujet. J'ai juste partagé ce que nous on fait. Donc, dans les équipes Score, on a mis en place des grandes guidelines, des grandes rules sur, par exemple, lorsqu'on produit un projet avec le langage Python, voici tous les éléments auxquels on s'attend dans un projet. Alors, bien entendu, pour des novices, des gens qui ne sont pas familiers avec la partie plutôt un peu technique IT, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment des espèces de starter kits, des templates, qui permettent d'assurer que lorsqu'on démarre un projet, en fait, par exemple, ne serait-ce que quelque chose de tout bête, mais l'architecture du dossier, en fait, elle soit standard. Donc, on est que systématiquement... voilà, la documentation systématiquement dans un dossier qui s'appelle simplement documentation, qu'on ait le code qui soit systématiquement organisé d'une certaine façon avec une vision claire de input, des outputs, des notebooks de tutoriels pour montrer comment on utilise le code et de montrer également, si on a des applications plus complexes, comment les modules interagissent entre eux. Donc ça, c'est systématique. Et on a, dans le Starter Kit, on met aussi également en place une batterie de tests automatisée qui vient, dès lors que les personnes viennent proposer, sauvegarder leur code, on vient tester que ces standards, entre guillemets, sont respectés. Et si ce n'est pas le cas, en fait, on leur envoie il y a un petit mail automatique qui est envoyé en disant le code n'est pas bien documenté, c'est pas de la bonne qualité, etc. Et du coup, ensuite, on les guide vers ces bonnes pratiques ou vers les bonnes personnes qui peuvent leur partager comment mettre en place tout ça. Donc, c'est une façon de faire qui passe par, bien entendu, un peu ce côté guidelines, un peu process, pour s'assurer que ça soit fait correctement. C'est facile de le faire avec les data scientists, c'est plus difficile de le faire avec des personnes qui sont moins familiers, en fait, ce côté un peu normatif, en fait, de produire quelque chose qui est sur la base de code. Pour rebondir, oui, je partage ce que tu évoques, Antoine, et pour travailler souvent avec les personnes actuelles avant tout, et qu'on leur demande de développer des choses, pour avoir fait du test and learn avec eux, et d'un côté, donner une partie d'entre eux un canevas, les encadrer et leur dire il faut que tu produises dans telle direction avec telle norme de développement, etc.
et de laisser l'autre sur copie blanche, il me faut des résultats pour ce soir, et du coup, voilà qu'est-ce que... Enfin, développe et au-delà des résultats, montre-moi le script, on voit clairement la différence. Et en fait, tout ça pour dire que à chacun, enfin, l'actuaire n'a pas été non plus formé pour développer. Il a été, il a cette capacité, il a des cours pour appliquer, commencer à appliquer R et Python à des jeux de données, mais il n'a pas été formaté entre guillemets sur les bonnes pratiques de code pour envisager de la mise en production, de l'industrialisation derrière. D'où le starter kit qui est important. Et au-delà de l'actuaire, c'est encore plus vrai. Et encore, l'actuaire, il est encore mieux équipé que quelqu'un qui serait en souscription ou en marketing, qui aurait fait des études moins quantitatives que l'actuaire. Bon. Je réponds juste à une petite question et puis après je vois le temps passer, donc après je vais passer rapidement sur la suite. Alors sur notre expérience, les projets incluent-ils souvent l'optimisation de process et dans le cas échéant, quel est le métier responsable de cette optimisation dans le projet? Alors, ça va dépendre vraiment finalement de l'axe prioritaire. Effectivement, si je dois un peu schématiser dans quel secteur on voit beaucoup de l'optimisation de process versus focaliser vraiment sur des sujets innovants, ça va vraiment être la vision, est-ce qu'on est sur de l'innovation interne ou externe? C'est souvent ça qui va faire la différence. Encore une fois, je parle par expérience. L'équipe chez Score, en fait, a été initialement créée plutôt avec ce regard vers l'innovation externe, donc de nouvelles solutions qu'on peut proposer. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on peut proposer, en fait, peut aussi nous être utile en interne. Et donc, on arrive assez rapidement, en général, à des questions d'optimisation de process. Alors là, le mot data science, c'est à prendre avec des pincettes dans ce cas-là, parce que pour pas mal de situations, l'optimisation de process passe par de l'automatisation, et c'est ce qu'on va mettre souvent dans la catégorie RPR en fait. Dans le sens, on va faciliter des flux. Il n'y a pas vraiment de data science, ça va être juste vraiment de l'automatisation au sens brut, de tâches répétitives qu'on pourrait faire manuellement, et on va juste appliquer des règles pour fluidifier ces choses-là. On va avoir de l'amélioration de process avec la data science, dans le sens, je mentionnais par exemple l'exploitation des documents scannés, l'interprétation des pièces jointes, potentiellement des parcours de souscription accélérés. C'est là où en fait on va pouvoir utiliser la data science. Là effectivement, il y a pas mal de choses qui se font sur le sujet, mais qui sont sur du process pas nécessairement interne, mais là je vous ai parlé de choses qui sont plutôt tournées vers les clients finaux directement. Mais après, ça c'est selon le degré de maturité de chaque entreprise. Certains décident de commencer avec l'interne parce que c'est entre guillemets c'est ce qu'il y a devant nos yeux. C'est ce qui permet aussi de mesurer ça d'un point de vue instantanément avec le temps qu'on gagne à utiliser les solutions. Après, c'est une question de comment est-ce qu'on valorise le projet. Mais voilà, c'est plus pour. Oui, on a un petit rappel à l'heure pour essayer de ne pas déborder. Donc, on va passer du coup à la suite. Donc, je disais adapter l'organisation. Donc, on parle beaucoup de connaissances et donc, en gros, forcément, à un moment donné, pour garantir le succès des projets, il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de l'organisation et surtout d'accepter que forcément les métiers évoluent. André mentionnait tout à l'heure qu'il y a cet accès au niveau des compétences et pas forcément au niveau des rôles. Les noms des positions évoluent, mais elles ne font que de représenter en fait une demande en fait différente de compétences. Globalement, si on devait résumer ça en 4 grands points, bien s'assurer que la connaissance, c'est avant tout des personnes. Donc, effectivement, les talents, les compétences, ce sont des personnes. Donc, bien penser que, pas négliger, il y a forcément un aspect HR à un moment donné qu'il va falloir se poser d'un point de vue aussi organisationnel, savoir comment se structure l'entreprise, comment s'assurer que du haut vers le bas dans l'organigramme hiérarchie de l'entreprise, il y a une prise de conscience, une culture de
de la data science, justement, ça c'est une question qu'il faut se poser. Ça passe également par un état d'esprit. Donc ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure de savoir est-ce que si on mélange externe, interne, est-ce qu'il faut absolument un product manager. Ça c'est une question il va falloir adopter un certain d'esprit, déjà être ouvert à l'innovation, ouvert à le fait de pouvoir échouer aussi. Le POC peut échouer, mais il faut savoir l'exploiter correctement. Et donc là, ça peut passer par un changement culturel, philosophique, donc notamment l'agile dans sa philosophie, dans son implémentation, peut énormément aider. Et ça, on a quelques expériences très très positives chez Score Global Life qui le montrent. On va retrouver le process qui rejoint le côté comment s'assurer qu'on a une certaine maîtrise et une canalisation en fait du savoir qu'on va pouvoir produire. Et enfin, des outils au service du process. Et ça, c'est souvent aussi l'aspect qui est négligé. C'est souvent, on a des outils et puis on essaie de caler un process sur l'outil qui est totalement contre-productif. Et c'est ce qui fait en général qu'on a une efficacité. Bien penser que l'outil est au service finalement d'une vision d'un process. Un data scientist a besoin d'outils pour travailler. Pour faire du R, du Python, il a besoin d'un environnement de travail, il a besoin de pouvoir expérimenter dans la phase d'idéation, il a besoin de pouvoir tester et de montrer que ses résultats sont plausibles dans la phase de POC. Il a également besoin de montrer que ça peut s'intégrer dans un écosystème de grandeur nature. Donc, il a quand même besoin du coup de développer dans un environnement de test qui va pouvoir ensuite être l'environnement que potentiellement l'équipe IT vont pouvoir maintenir. Et donc, il faut que ce soit un écosystème qui soit homogène, soit en accord avec potentiellement une vision industrialisée. Donc ces outils sont très importants et c'est dans de grandes situations un des points qui pêche le plus, simplement parce que il n'est pas vu dans son ensemble. C'est les 4 éléments personne, philosophie, process et outils qui doivent être pour moi adressés en totalité, et pas seulement les outils d'un côté, l'IT qui s'en charge, les process, les métiers qui s'en chargent, et puis ensuite mindset, en général on s'en fout, et les personnes, les HR les recrutent parce qu'on leur a donné des noms de job titles à recruter, et puis globalement je caricature ce que je dis, mais ça ne peut pas marcher si on ne considère pas les 4 pour moi. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Donc, ce qui nous amène du coup, donc je vous ai des petits exemples, donc je peux passer rapidement dessus, tout simplement parce que ça récapitule un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc des outils, des bonnes pratiques, c'est un exemple. Donc les slides, je crois que tous seront partagés. Donc c'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure de dire comment est-ce qu'on standardise un petit peu les best practices. Ça vous donne un peu une illustration des dossiers. Enfin, c'est des choses qui sont standards. C'est ce que je vous montre là. Si vous regardez architecture de dossier standard d'un projet Python, vous allez retrouver exactement les mêmes choses. On a juste récupéré des bonnes pratiques du monde du digital et de ce que font par exemple les développeurs en Python, etc. On arrive du coup sur la fin. Je vais passer rapidement André, comme ça. Du coup, si maintenant on parlait un petit peu aussi des ambitions et l'importance que ça a de maîtriser au fait les objectifs qu'on souhaite atteindre dans les projets. Alors, vous retrouvez en haut les 3 piliers, au fait, la data, le modèle et le reporting. Et de l'autre côté, les aspects d'automatisation, optimisation et de conception. Alors, l'automatisation, on peut le laisser ici, mais comme l'a dit Antoine, on pourrait mettre aussi dans la case RPA et pas forcément dans la data science. Mais en tout cas, face à ces éléments, l'idée, c'est de se dire, sur un nouveau projet, je vais faire déjà sa fiche descriptive et je vais voir ce que j'ai envie de cocher. Alors, au début, si c'est une opportunité sur les données, alors déjà, on pense qu'il y a beaucoup d'assureurs encore qui sous-exploitent leurs propres données. Donc, il y a déjà un travail à faire là-dessus, entre de bien les cartographier, de bien maîtriser l'exhaustivité et de bien les traiter et d'avoir, au fait, non plus des données de gestion, mais des data marts et bien sûr de rapatrier de manière structurée les éléments comme la vidéo, les images, etc. Enfin, il y a encore du travail. Et puis, et qui sont dans le patrimoine de l'assureur ou de la mutuelle. Et du coup, de l'autre côté, il y a un besoin d'outillage quand même. Et une fois que le besoin dans le projet a bien été maîtrisé, derrière, si l'aspect ne porte que sur les données, il faudra cocher s'il s'agit de faire de l'ETL, de l'ELT, ou dit autrement, si on a les deux, c'est faire du data factory, ou si c'est la gestion de documents. Faut bien comprendre le besoin pour savoir si on s'outille via l'open source, soit via un outil de marché,
où, pour X raisons, on décide de ne pas s'outiller et de passer à la suite. Ce projet, il est mis en stand-by. Et qui dit données, stay compliant and control the quality, ça parle de même. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui est indispensable lorsqu'on va traiter un projet avec une forte thématique, une dominante sur les données. Sur le fait que maintenant, si maintenant on prenait un projet, on ouvre un projet et qu'on se dit qu'il y a une opportunité sur la modélisation, alors d'autant plus du côté de l'actuariat, du côté du secteur de l'assurance, il y a de nombreuses limites qui sont liées à la réglementation. C'est des limites aujourd'hui, c'est des choses qui seront en fait un tremplin pour certaines d'entre elles. Donc, mais dans tous les cas, l'actuaire doit les connaître, le data scientist doit les connaître, les différentes personnes dans le projet doivent savoir si, et le data value creator sera là pour dire qu'au final, telle réglementation ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout sur ce projet. Toujours chercher au final à compléter l'existant dans un premier temps et ne pas le remplacer. Ce serait une faute de vouloir vraiment remplacer ce qui est déjà en place. Et bien sûr, au final, pour challenger une modélisation et convaincre les gens autour de nous, ça va être de mesurer la performance du nouveau modèle via les mêmes KPI du métier et bien sûr sur les mêmes segments. Et après, on descendra si on a trouvé différents segments ou de nouvelles variables. Mais il faut déjà cocher les premières cases, parler et rassurer les interlocuteurs comme quoi, oui, on coche, on sait faire comme avant et on fait mieux. Maintenant, si c'est une opportunité sur le reporting, alors on est tous à la recherche de dashboards, même on pourrait mettre au pluriel, qui seraient plus dynamiques et time to market. J'ai plutôt tendance à préconiser d'aller commencer par industrialiser et de diffuser du reporting simple et dynamique, et ce de manière récurrente. Rien que de se dire, on peut maintenant produire du HTML très rapidement avec des graphes qui, via Plotly ou autre package, permettent de faire du dynamique, permettent de faire du filtre et du coup de restituer une vision à date à la personne souhaitée. C'est déjà bien que de vouloir révolutionner et par exemple, à tort, certains sont convaincus qu'il faut mettre un outil de database dans les mains de tout le monde et au fait, c'est en tout cas pas la bonne direction selon moi. Ensuite, si vous êtes face à un projet où vous êtes en train de commencer à cocher les cases, à l'évaluer, son potentiel, et vous dites qu'il y a une opportunité à la fois sur les données, la modélisation et ou le reporting, eh bien, je vous invite plutôt à le découper et de se dire, prenez step by step ou essayez de paralléliser les approches si c'est possible. Mais en tout cas, en anglais, le work breakdown structure, ça va être de mise. Faut commencer très petit, avec un fort potentiel de rentabilité, certes à moyen terme, mais ça ne sert à rien de vouloir viser la Lune et d'encapsuler 2 thématiques, voire 3 en même temps. Sauf si, bien sûr, c'est indispensable dans certains projets, et à ce moment-là, la découpe se ferait bien sûr de manière différente. Mais en tout cas, si on devait partir sur Data Model Report, choisissez vos combats si vous commencez un projet de data science. Alors pour finir rapidement, parce que l'heure tourne, on voulait aussi vous partager les aspects de métriques communes, au-delà d'un langage et du coup d'apprécier et de tamponner si un projet est viable ou pas et si du coup on va le mettre en Indus. Il va y avoir en fait peut-être des métriques à 3 niveaux. Les premières métriques, c'est sûr, ça va être celle de l'entreprise. L'équipe dirigeante, elle va s'assurer de la convergence des métriques et contenter la majorité des parties prenantes. Parce qu'il y a les métriques des COMEX. Après, au final, et d'autant plus en assurance, le marketeur et l'actuaire, pour qu'ils s'entendent et trouvent un juste milieu, un point d'entente, ce n'est pas forcément tout le temps évident. Et donc, il y a cette approche top-down qui est nécessaire pour driver du coup la stratégie du groupe et contenter tout le monde. Et puis, de l'autre côté, il y a des choses dans tout ce que Antoine a pu évoquer tout à l'heure et que j'ai pu un peu dire aussi, c'est le fait qu'on est en train de créer beaucoup de choses aussi dans ce test and learn, dans ces différents projets, et qu'on aurait tendance à se dire, bon, ça n'a pas marché, je mets la poubelle. Et il ne faut surtout pas le faire. Et en plus, quel que soit au final le résultat du projet,
il va falloir faire un post-mortem, se poser et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et ça peut être aussi peut-être une faille sur le talent. Et à ce moment-là, on le remettra, enfin le ou les talents, et on le remettra sur la pile par la suite et on relancera. Ou ça peut être tout simplement que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Mais dans tous les cas, que le projet soit concluant ou pas, pour assurer le partage de connaissances, pour capitaliser dessus et pour créer de la valeur au final à moyen terme et long terme, je vous invite vraiment de faire ce post-mortem à la fois qualitatif et à la fois quantitatif. Surtout, avant tout qualitatif si vous ne pouvez pas le quantifier. Et au final, pour venir sur les métriques plutôt en approche automatique, pour ceux qui en ont déjà fait, vous les retrouverez ici. C'est vraiment qu'une proposition, c'est pas une vision exhaustive. Et je vous invite même à vous poser au fait, tant en tant que gestionnaire de risque, si vous êtes du coup en assurance, ou tant qu'en tant que data science sur la maîtrise de la donnée et de la justesse aux données, de se dire, il faut aussi qu'on se mette d'accord sur les métriques qu'on va travailler et que dans le meilleur des mondes, vous pourriez trouver une métrique qui va permettre d'être injectée, qui ne peut pas exister de manière par défaut, par exemple dans l'XGBoost, et que vous avez envie quand même d'injecter parce que c'est au cœur même de votre projet, eh bien, moyennant que vous vérifiez certaines caractéristiques mathématiques de votre fonction objective, vous pourriez au fait l'intégrer et on vous invite à le faire, clairement. Au final, il faut voir aussi que l'actuaire de demain, c'est celui au fait qui va comprendre les algorithmes et dessiner sur la base d'algorithmes existants les algorithmes pour l'actuariat. Il faut aussi le voir comme ça. Donc, je ne les liste pas, comme l'heure tourne, si vous avez des questions, en tout cas, on se tiendra à votre disposition aussi avec Antoine pour répondre à vos questions par la suite. Je laisserai notre timekeeper pour nous dire si on aura encore un peu de temps ensuite, suite à la conclusion. Je te laisse commencer sur la conclusion, Antoine. Ça marche. Alors, pour conclure, donc, vous l'aurez bien compris, pour du coup, un projet de data science, pour le mener à bien, il faut considérer, pour une vue un peu plus large, tout simplement la réalisation d'un modèle. Ce n'était pas forcément que de la modélisation. Concrètement, cette mesure, entre guillemets, cette nécessité en fait, d'avoir d'autres paramètres, elle s'exprime à travers ne serait-ce que la façon dont les gens gèrent leur recrutement. On sent que les talents, enfin les compétences demandées sont de plus en plus, et ce qui est bon signe, ce qui montre une certaine maturité. On va être orienté autour de la capacité à industrialiser en fait un modèle et pas seulement de le calibrer, ce qui est assez important. Ça évolue en permanence, il y a beaucoup de choses qui arrivent en data science. On a parlé d'open source, cette capacité à être ouvert en fait à l'innovation et être ouvert à ce côté test and learn, donc être capable de rapidement expérimenter et rebondir en fait sur les expériences qu'on peut en avoir, c'est fondamental et c'est ce qui fait qu'un projet sur le long terme va réussir. Et bien entendu, s'appuyer sur le partage de connaissances, c'est clé, mais s'assurer que via ce partage de connaissances, on puisse être capable d'assimiler en fait dynamiquement tout ce qui est aussi autour et ce qui peut être un peu caché derrière la data science. Donc, on mentionne ici tout ce qui est analytics. Donc, développer un projet, c'est aussi tenir compte du contexte réglementaire qui est autour, tenir compte du contexte aussi métier, du contexte business et bien entendu challenge technologique. Il y a aussi, on voit apparaître dans la data science de plus en plus sur la notion de challenge sur l'environnement. Par exemple, comment s'assurer qu'on n'est pas en train de consommer l'énergie d'une centrale juste pour calibrer un modèle. Ça peut paraître un peu dingue dit comme ça, mais aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Donc, il y a ce côté être conscient de ces évolutions. Et bien entendu, quand on dit tout ça, c'est intégrer dans la data science tous ces nouveaux éléments, que ce soit cette volonté de partage de données, transparence, considérer aussi cette notion qui est déjà fait un peu d'un point de vue de l'éthique de l'assurance, mais ce côté aussi, ce qu'on appelle la fairness, donc le côté non discriminant des modèles, être capable de bien les maîtriser. Tout ça, ce sont aussi des paramètres à tenir compte qui doivent
être pris d'emblée en compte dans le projet. Donc, on ne l'a pas mentionné explicitement, mais ce sont des choses qui interviennent à toutes les étapes du projet et qui sont aussi fondamentales. Je ne sais pas si vous, André, tu veux compléter, mais... Non, c'était clair. La seule chose que je peux rapidement rajouter, c'est le fait que on est en passe aussi de découvrir de nouvelles choses d'année en année et que c'est une matière, c'est une discipline qui évolue dans le temps et qu'on est jamais faire le tour. Et typiquement, les GAN qui sont arrivés depuis quelques années, ça c'est une conviction personnelle et une intuition, c'est quelque chose qui est pas forcément trop utilisé aujourd'hui pour créer de la donnée. Et c'est peut-être un chemin ou en tout cas un terrain de jeu, un nouveau terrain de jeu pour les acteurs de demain, dans le cas où on est en manque de données ou que la donnée est partiellement remplie. Donc, gardez en tête aussi que vous aurez aussi sûrement à traiter ces différents sujets au fil de l'eau avec les nouvelles technologies et les nouvelles disciplines qui vont s'ajouter à la data science de près ou de loin dans les prochains mois et prochaines années. Voilà, on arrive au bout, donc je vois qu'on n'a plus le temps pour les questions. Merci beaucoup, André et Antoine, pour la qualité de cette présentation. Et merci aussi à tous nos auditeurs pour les questions qui ont effectivement été riches. Malheureusement, on va devoir effectivement s'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, ça montre bien l'esprit un peu de l'IRM qui souhaite au maximum favoriser ce type de moments d'échange et de partage. Dans les agendas, je vous propose de nous retrouver, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé sur les notions de data science, pour un prochain webinaire, un webinaire de présentation de la formation qu'on propose. Vous avez vu, les enjeux sont nombreux, les challenges sont nombreux en data science et en assurance. Et en tout cas, André sera là pour présenter la formation qu'il dirige et qu'il pilote. Ce sera le 10 juin 2021, toujours sur Zoom, avec une ancienne stagiaire de promotion, une experte maintenant du secteur, Anat Scheffner. Voilà, André et Antoine, je vous laisse le mot de conclusion. Juste merci, au revoir et une bonne journée pour ma part. Hein. André, je ne sais pas si tu as plus à dire, mais moi, ça sera non, tout est dit. Merci encore Antoine pour cette collaboration. Merci également Olivier pour cette opportunité. Merci à tous d'avoir participé. Et pour les plus timides ou pour ceux où on n'a pas totalement répondu, Monsieur Louchard, n'hésitez pas à nous faire un petit mail et je serai ravi de vous échanger avec vous sur ces thématiques ultérieurement. En tout cas, merci à tous et bonne journée. Un grand merci. Bonne journée à tous. Au revoir.